L'exercice suivant va nous permettre d'illustrer le calcul de la transformée de Fourier, puis on va montrer à travers certains exemples comment déduire aussi la série de Fourier. Alors, on va commencer par l'exercice classique. Alors, on nous demande de calculer la transformée de Fourier d'une porte dont l'amplitude donc serait A et de largeur θ. Alors, par convention, quand on parle d'une porte de largeur θ, c'est-à-dire on sous-entend, quand on ne précise rien d'autre, on sous-entend que cette porte, donc, elle va être centrée en 0, et là, dans la largeur totale serait θ. Donc, si je fais ça, on dit porte parce que ça ressemble à une porte, on parle aussi de rectangle. Alors, mais par convention, rectangle, souvent, ça démarre en 0. Alors, ça dépendra des livres que vous êtes en train de consulter. Donc, ici, tout ça, toute la largeur, c'est θ, c'est-à-dire qu'ici, ça démarre à moins θ sur 2. Ici, je vais écrire θ sur 2. Puis l'amplitude, ici, c'est A. Je peux le faire sous forme de dessin pour aussi me dire calculer la TF. J'aurais pu écrire ceci. C'est comme ça qu'on dit, donc une porte de largeur θ. Tel que c'est écrit comme ça, elle est centrée en 0. Si je souhaite qu'elle soit centrée ailleurs, on va le faire à travers notre exercice, à travers notre exemple. Donc, si je prends une porte T moins T0, ça signifie que c'est une porte qui serait centrée. Vous mettez toujours cette quantité égale à 0, vous saurez où c'est centré. C'est centré en T0. Là, ne sachant pas que si T0 est positif ou négatif, donc je vais le mettre par défaut ici, mais j'aurais tout aussi bien pu le mettre là. Donc ça, c'est le centre de la porte et toute la largeur, ça doit être toujours θ. Ça signifie que si ça, c'est T0, que c'est le milieu, donc ici, ce sera donc T0 plus θ sur 2, et ici, ce sera T0 moins θ sur 2. Si vous prenez cette quantité et que vous soustrayez celle-là, vous allez trouver donc θ dont l'amplitude serait A. Donc l'exercice, on peut le formuler comme ça. On peut le formuler à travers donc soit de la sorte, c'est-à-dire sous forme de texte. On peut vous écrire la fonction et on peut vous donner aussi également un dessin. Alors maintenant, on va faire le calcul. On va faire de deux manières. On va faire la manière directe, c'est-à-dire qu'on va appliquer la formule de la transformée de Fourier. Puis on va le faire d'une manière indirecte où je vais la déduire tout en calculant quand même des transformées de Fourier. On va commencer par la première façon. Donc, moi, je sais que x de f, c'est l'intégrale de x de t exponentielle moins 2 pi jft dt. Ça, c'est la définition de la TF. Vous écrivez toujours ici de moins l'infini à plus l'infini. Et puis, une fois que vous allez remplacer x de t par sa valeur, vous allez mettre les bornes. Donc ici, ça c'est la TF. La TF moins 1, c'est pratiquement la même expression, juste moyennant un moins. Donc c'est moins l'infini plus l'infini, x de f. Quand je parlais de moins, c'est ici, donc ce n'est pas un moins ici, 2 pi jft. Bien sûr, quand vous cherchez une fonction de t, vous allez intégrer par rapport à f. Donc ça, c'est ma TF moins 1. Ces deux formules sont à connaître par cœur. Et pas que. Il y a certaines propriétés de la TF qu'il faut connaître parce qu'elles vous facilitent assez souvent les calculs. On va le voir à travers l'exercice. Étape 1, je vais utiliser la formule directement. Donc ici, j'ai dit quand je remplace x de t, je n'intègre plus de moins l'infini plus l'infini, mais je vais intégrer sur le domaine de définition de t. Comment il définit mon signal x de t? Le voici. Ici, ça sous-entend que mon signal x de t existe entre moins t sur 2 et t sur 2, tout le reste, c'est 0. J'aurais pu aussi donner sa définition, la définition de la porte, ça signifie que ça vaut A lorsque t est compris entre moins θ sur 2, θ sur 2, et ça vaut 0 ailleurs. Donc ici, je remplace par x de t, qu'est-ce que ça vaut? C'est une constante, donc c'est A, mais ce signal existe entre moins θ sur 2 et θ sur 2, donc je vais intégrer entre moins θ sur 2, θ sur 2A, exponentielle, moins 2 pi jft dt. J'intègre par rapport à t, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas t, je peux le sortir hors de l'intégrale. Donc je peux sortir le A, ça me fait l'intégrale de moins θ sur 2, exponentielle, moins 2 pi jft dt. Alors, quand on calcule une transformée de Fourier, il y a un minimum à savoir, c'est qu'il faut connaître vos propriétés sur les intégrales. Parfois, on a besoin d'intégrer également par partie. Il faut être suffisamment entraîné pour le faire et puis connaître les intégrales classiques. Entre autres, par exemple, celle-ci. Moi, je sais que exponentielle alpha, si je dois le dériver, exponentielle alpha t, si je dois le dériver, ça va me donner alpha exponentielle alpha t. Donc, si je dois intégrer exponentielle alpha t, ce sera donc 1 sur alpha exponentielle alpha t.
Donc ici, qu'est-ce qui joue le rôle de alpha? C'est toute cette quantité-là, c'est mon alpha. Donc l'intégrale de ça, qu'est-ce que c'est? C'est 1 sur alpha exponentielle alpha t. Donc je l'écris ici. C'est bon, c'est toute l'intégrale que je remplace. N'oubliez pas d'écrire votre dt là. Donc ici, ça me fait exponentielle 1 sur alpha. Tout ça, c'est alpha. Donc je vais écrire 1 sur moins 2pi jf, qui est donc mon alpha. Et j'écris exponentielle moins 2pi jft. Tout ça, parce que l'intégrale, tout ça, ça me donne ça. Et donc, je vais intégrer ça entre quoi et quoi? Entre θ sur 2 et moins θ sur 2, parce que j'ai intégré, maintenant je remplace. Donc, ça me fait quoi tout ça? Ça me fait donc A moins sur 2pi jf exponentielle moins 2pi jf θ sur 2. N'oubliez pas, quand vous allez remplacer par le deuxième, il y a toujours un moins entre les expressions. Donc, il y a un moins ici. Toujours cette expression et je vais remplacer. La première fois, j'ai remplacé t par θ sur 2. Maintenant, je vais remplacer t par moins θ sur 2. Ça me donne donc exponentielle moins 2pi jf fois moins θ sur 2. Ce qui me donne donc moins a sur 2pi jf. Je simplifie le 2. Donc, ça me fait exponentielle moins pi, il manque un j ici, je ne l'ai pas vu, moins pi j f θ, moins exponentielle, moi avec le moins ça me donne plus, donc ça me fait exponentielle, je simplifie également le 2, ça me fait exponentielle pi jf θ. Je regarde cette expression, ça ressemble à un sinus, sauf que vous avez ici un moins. Donc toute cette expression, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais mettre, parce que j'ai ici un moins, donc ça va me donner, alors si je distribue ce moins, ça me fait donc a exponentielle pi jf θ, puisque moins par moins, ça vous fait plus, moins exponentielle moins pi jf θ. Aussi, vous devez connaître toutes vos expressions trigonométriques. Donc ça, c'est l'expression. Si vous avez un plus, vous divisez par 2, ça vous donne un cos. Avec le moins, ça vous donne un sinus, à condition de diviser par 2j. Mais j'ai bien un 2 et j'ai bien un j. Donc le 2 et le j que j'avais ici, je vais les mettre là. Et je garde pi f ici. Je vérifie, c'est la même expression. Vous avez toujours ici, c'est avec un moins. Ça, parce qu'avec le moins, ça m'a donné plus. Et ici, j'ai 2pi jf. Donc, voilà, 2j fois pi f, ça me fait 2pi jf. Maintenant, tout ça, c'est un sinus. Donc, ça me fait a sur pi f sinus pi f θ. On pourrait se contenter de laisser l'expression telle qu'elle est, mais souvent, on ne fait pas ça. On sort ce qu'on appelle le sinus cardinal. Alors, qu'est-ce que c'est que sinus cardinal? Lorsque vous écrivez sinus x, sinus cardinal x, c'est x pi, pardon, c'est sinus x pi sur x pi. Ça, on écrit sinus cardinal x. On omet d'écrire, donc ce n'est pas la peine d'écrire le pi. Ça sous-entend qu'il y a un pi. Donc, si je regarde cette expression que je vais en faire, je vais l'écrire sous forme d'un sinus cardinal, il faudrait que la quantité qui est entre parenthèses ici soit la même que ce qu'il y a en bas. Je vois que j'ai le pi, j'ai le f, mais il me manque le θ. Alors, qu'est-ce que je fais? Je multiplie par θ en haut, en bas plutôt, et je multiplie par θ en haut, ce qui me donne donc a θ sinus pi f θ sur pi f θ. Et que je peux cette fois-ci donc remplacer sinus cardinal f θ. On n'écrit pas le pi. Ça sous-entend que c'est sinus pi f θ sur pi f θ. Voilà, donc je viens de trouver l'expression, la TF, de ma porte d'amplitude A et de largeur θ. Alors, ça dépend des exercices. Soit on vous demande de la calculer, sinon si vous la connaissez, parce qu'assez souvent, on peut l'employer directement. Donc, ça dépendra encore une fois de l'exercice. Alors, on me demande maintenant de tracer, on me dit de trouver de 2 manières. Très bien, donc, je ne vais pas faire de tracé pour le moment. Je vais vous montrer la deuxième façon de le faire. Donc, je vais effacer, je vais essayer de garder juste le premier. Donc, si ça marche, ok. Bon, je garde...
Alors, la propriété dont je vais me servir est la suivante. Elle dit que si vous prenez x de t et que vous la dérivez n fois, donc x de t, que j'aurai dérivé n fois, alors la TF que vous obtenez, c'est 2πj f à la puissance n, la TF initiale. Simplement, ça s'obtient parce que vous aurez dérivé exponentielle 2πjf, 2πjft par rapport à dt n fois, vous allez sortir cet élément. Alors, en quoi ça va m'être utile? Ça veut dire que si je connais une TF, la TF d'un signal, c'est-à-dire j'ai démarré, j'ai x de t, donc je connais la TF, puis on me demande de calculer x secondes de t. Il suffira tout simplement que je prenne cette TF et que je la multiplie par 2πjf deux fois. Voilà à quoi sert ça s'appelle la propriété des dérivés. Donc, regardez ce que je vais faire maintenant. Et puis, je vais aussi utiliser une autre propriété qui est celle de Dirac. Donc, en fait, quand vous avez des signaux tels que celui-là, on va le dériver. Alors, et on va en même temps mémoriser aussi quelque chose dont je vais également me servir pour calculer la TF d'un triangle. Donc, si je prends ce signal, ça, c'est x de t. Si je souhaite déterminer x' de t, je vais donc dériver. Alors, rappelez-vous que tant que ça signale, ça sous-entend qu'ici aussi, c'est 0. Donc, juste avant, je n'ai rien. Et la dérivée, donc, d'une 10, la dérivée, c'est 0, dérivée, c'est 0. Et ici, toute la dérivée d'une discontinuité, c'est tout simplement un Dirac dont l'amplitude serait égale à la hauteur entre les deux points de discontinuité. Donc, je reprends la dérivée ici. Donc, ça, c'est une discontinuité. Donc, la dérivée, ce serait quoi? C'est un Dirac qui aurait pour amplitude la différence entre les deux points. Alors, si, moi, parce que je démarre d'ici, moi, l'infini est là, je vais vers plus l'infini, je fais quoi? Je vais là d'une valeur qui est nulle, 0, et je vais vers A. Donc, en fait, qu'est-ce que j'ai? J'ai un Dirac d'amplitude A. Ce Dirac est centré haut en moins θ sur 2. Donc, quand je vais exprimer ça, je vais écrire que c'est A delta de t plus θ sur 2. Alors, j'explique pourquoi plus ici. Si vous faites ça égale à 0, ça vous donne t égale moins θ sur 2. Donc, vous écrivez, ça veut dire qu'il est centré. Toujours, vous mettez cette quantité égale à 0, vous trouvez le centre de où est centrée votre fonction. Donc, si je fais t plus θ sur 2 égale à 0, ça me donne t égale moins θ sur 2. Ensuite, ça, c'est une constante. Si je dérive, je vais trouver 0. Donc, avant, la dérivée de 0, c'est 0. Après, dérivée d'une constante, c'est 0. Là, j'ai un point de discontinuité. Je vais d'où à où? Je vais de A à 0. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais toujours fendre, c'est-à-dire je prends toujours ce point moins celui d'avant. C'est comme si vous faisiez T0 plus moins T0 moins. Le point en T0 plus moins le point en T0 moins. Je regarde ici. J'utilise carrément ça. Moi, je me dis, je monte, donc je sais que l'amplitude est positive, je descends, l'amplitude est négative. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas tracer un Dirac comme ça vers le bas. Vous allez au centre, on démarre toujours en 0 et vous allez faire ça. Pourquoi? Parce que je suis passé de A à 0. Donc, ça vous fait x de t0, c'est 0 plus, moins t0 moins A. Donc, ça vous fait un Dirac en moins A. L'amplitude ici, c'est moins A. Comment j'exprime donc ce Dirac? C'est un Dirac centré en θ sur 2. Donc, je vais écrire delta de t moins θ sur 2. Si vous prenez cette quantité que vous mettez ici égale à 0, ça vous donne θ sur 2. Donc, je viens de trouver quoi? Je viens de trouver, en utilisant donc, la propriété des dérivés, je peux écrire maintenant x' de t comme étant, donc c'est un Dirac, un premier Dirac d'amplitude A qui est centré en t plus θ sur 2, puis un deuxième Dirac, donc je vais écrire moins A parce que l'amplitude est négative, qui serait centré en θ sur 2. Alors maintenant, on va utiliser ce qu'on appelle les TF au sens des distributions. Vous n'ignorez pas que la TF, donc c'est un calcul d'intégrale, encore faut-il que la surface soit calculable. Normalement, c'est une TF qu'on ne peut calculer que pour des signaux à énergie finie, puisque c'est un calcul de surface. Ici, exponentiellement de πj, c'est un cosinus plus un sinus. Donc, ça, ce qui va le limiter, ça, c'est pas limité, c'est de moins l'infini à plus l'infini. Ce qui va limiter, c'est x de t. Il faut que x de t soit énergie finie. Parce que si vous multipliez donc, ça par l'exponentielle moins de πjft, vous pourrez donc calculer puisque la surface est finie. Problème qui se pose ici. Un Dirac est défini constance des distributions. Parce que qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui est censé avoir
une amplitude infinie et une durée qui tend vers 0. C'est l'air qui vaut 1. D'accord? Souvent, on l'illustre comme ça. On illustre le Dirac comme ça. On dit que c'est quelque chose, c'est un rectangle dont la hauteur serait 1 sur θ et dans la largeur serait θ. Si vous multipliez, vous faites un calcul de surface, hauteur fois largeur, ça vous fait 1. Mais en faisant tendre t vers 0. Elle n'existe pas au sens réel. Vous n'avez pas quelque chose qui dure infiniment peu et dont l'amplitude serait infinie. Alors, cette TF, elle existe. Donc, la TF, donc on va encore utiliser une deuxième propriété. Regardez, on a utilisé une première propriété. On va utiliser une deuxième propriété. C'est pour ça qu'il est intéressant de les connaître si elles ne sont pas rappelées en examen. La deuxième dit que la TF de exponentielle, la TF de delta T moins T0, c'est exponentielle moins 2 pi JF T0. Donc, tout ça, c'est à mémoriser. Si cette TF est connue, parce qu'on ne la redémontre pas, donc cette TF étant connue, je peux l'appliquer directement ici. Donc, je peux calculer la TF de x seconde, x', de t. Donc, ce sera la TF de A delta t plus θ sur 2. Rappelez-vous que la TF, c'est un calcul d'intégrale, donc c'est un processus qui est linéaire, c'est-à-dire que l'intégrale de x de t plus d de t, c'est l'intégrale de x de t plus l'intégrale de y de t. Donc, moi, la TF, c'est une des premières propriétés de la TF. On appelle ça la linéarité, c'est-à-dire que la TF d'une somme, ce sera la somme des TF. C'est ce que je viens d'appliquer comme principe ici. La TF, donc, de ça, c'est la TF de la somme, et ce sera donc la somme des TF. Comme il y a une différence, j'ai mis le moins. Ici, donc, j'applique cette propriété. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que si vous calculez la TF de t moins t0, ce sera exponentielle moins 2 pi j f t0. Que vaut t0 ici? Il faut que j'ai un moins. Donc, si j'écris moins ici, ça devient moins θ sur 2. Donc, mon t0 ici, c'est θ sur 2. Par contre, ici, mon t0, c'est θ sur 2. Donc, j'applique directement la formule. Ça me donne donc exponentielle moins 2 pi jf fois moins θ sur 2. J'oublie pas le A. Là, justement, le principe de superposition dit aussi que si vous avez une constante, je peux la sortir hors de l'intégrale. Si j'avais 2 ici, je le sors. C'est pour ça que la TF de A delta T, ce sera A fois la TF de delta T du Dirac. Donc ici, ça me fait alors la même chose. Je peux sortir le A. Tout ce qui n'est pas T, je peux le sortir. Même si j'avais ici X de F, je pourrais le sortir. Donc, moins A exponentielle, c'est un fois ici, hein, c'est une multiplication par cette quantité, exponentielle, donc moins 2 pi jf fois t0. Que vaut t0 cette fois-ci? θ sur 2. Je simplifie le 2, j'ai un moins ici fois le moins, ça me fait plus, ce qui me donne donc A exponentielle pi jf θ moins A exponentielle, alors ici c'est un fois, donc exponentielle moins pi jf θ. Qu'est-ce que je viens de calculer? Je viens de calculer la TF de ça. Or, j'ai une propriété qui me dit que la TF de x' de t, je vais la réécrire ici. Alors, je vais le mettre où? Là, j'avais pris celui de x secondes. Donc, si vous prenez avec une seule valeur, donc la TF de x', la TF de x' de t, donc ce sera x de f fois 2 pi jf, une seule fois. Vous dérivez une fois, vous multipliez par 2 pi jf. À partir de là, qu'est-ce que je peux sortir? Donc, je peux sortir que x de f, c'est quoi? C'est la TF de x' de t sur 2 pi jf. Or, je viens trouver que la TF de x' de t, c'est cette quantité. Donc, maintenant, je peux en déduire. Je vais effacer une petite partie ici pour pouvoir continuer à écrire. Donc, si la TF, donc la TF de x' de t, c'est cette quantité, donc ça me permet de dire que x de f, ce sera ce que je viens de trouver sur 2 pi jf. Donc, ça me donne A exponentielle pi jf θ moins A exponentielle moins pi jf θ sur 2 pi jf. Alors, d'écrire 2 pi jf, je vais écrire pi f fois 2j.
C'est juste pour voir 2J. Ça, c'est l'expression donc d'un sinus. Quand vous avez exponentielle J alpha moins exponentielle moins J alpha sur 2J, ça vous donne sinus alpha. Donc, toute cette quantité, je vais la réécrire là. Donc, je laisse le A sur pi f. Et donc, exponentielle pi j f θ moins exponentielle moins pi j f θ sur 2J, ça me donne sinus pi f θ. Et je vais faire la même chose que tout à l'heure. Pour sortir le sinus cardinal, je vais multiplier cette quantité par θ, divisé par θ, et donc ça me donne A θ sinus cardinal f. Bon, je vais essayer de l'écrire en bas. On va le rapprocher ici. Donc, je sors tout ça. Je le mets sous ça. Donc, ça me donne donc A θ sinus cardinal f θ. C'est ce qu'il fallait démontrer. Donc, on obtient la même chose. Alors maintenant, c'est vrai que pour des exemples assez simples, on pourrait préférer la première méthode parce que là, je fais appel à deux propriétés. La première, c'est celle des dérivés. Donc, cette façon de faire, ce serait pour quelqu'un qui connaît toutes ces formules. Donc ici, en fait, j'ai utilisé une première propriété qui est la propriété des dérivés, puis j'ai utilisé une deuxième propriété qui me donne les TF au sens des distributions. Vous allez le voir quand on va faire le deuxième exercice avec un triangle, celle-ci va être beaucoup plus avantageuse parce qu'elle va m'éviter de faire des calculs des intégrales par partie. Donc, dans les deux cas, j'ai trouvé la même chose. J'ai trouvé A θ sinus cardinal f θ. Alors, deuxième question, qu'est-ce qu'on me demande? On me dit, déduire le tracé du module et de la face. Non, mais cette fois-ci, je vais tout effacer quand même. On garde la formule, je vais la réécrire. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on vient de trouver? On vient de trouver que, de deux manières, que x de f, c'est A θ sinus cardinal f θ. C'est bon. Ça, donc, on pourrait même l'utiliser si on ne vous demande pas de faire le calcul. On me demande de tracer le module et la face. Sachant que, par défaut, on se dit que la TF, vous avez exponentielle de J, rien ne me garantit que le J va disparaître. Donc, a priori, j'aime quelque chose qui est complexe, puis quelque chose qui est complexe, on peut l'écrire comme étant donc un module. Ce sera le module de x de f fois l'argument de x de f. Vous pouvez l'écrire comme ça. Alors, tout simplement à cause de la notation complexe. Comme lorsque vous écrivez R exponentielle J phi, c'est-à-dire vous pouvez toujours écrire comme étant exponentielle J une face. Donc ici, si je dois tracer le module et la face, donc je vais tracer d'abord, parce que je n'ai pas de J ici, je peux le tracer. Alors, comment on fait le tracé du sinus cardinal? Rappelez-vous, on va revenir à la formule qu'on avait trouvée tout à l'heure. A θ sinus cardinal f θ, comment on avait trouvé ça? En fait, on avait écrit, c'était sinus pi f θ sur pi f θ. C'est ça qui vous donne sinus cardinal. C'est un sinus, et donc cette fonction va s'annuler. N'oubliez pas qu'on fait un tracé en fonction de f. On voudrait bien savoir quand est-ce qu'elle s'annule. Alors, ce que vous calculez, donc c'est un sinus, donc à la base, normalement, un sinus, c'est quelque chose qui va faire ça. Puis vous le divisez par quelque chose qui est une rampe. Hein, vous avez ici f. Donc, en fait, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir un genre de sinus qui serait amorti. Alors, comment on le trace? Tout simplement, on sait que le sinus s'annule que les capis. Je l'écris donc sinus pi f θ pour savoir quand est-ce qu'il s'annule, toujours en fonction de f. Je simplifie ce pi, donc je sais qu'il va s'annuler tous les... Pardon, je simplifie le pi. Donc ici, il va s'annuler lorsque k égale à f θ, c'est-à-dire lorsque f égale à k sur θ. Et je sais que sinus x sur x, quand x tend vers 0, c'est 1. Donc, je sais que, qu'est-ce que je vais dessiner? Sinus x sur x, quand x tend vers, ici, donc sinus f θ, quand f tend vers 0, c'est 1. Donc, ça veut dire qu'ici, j'aurai 1. Mais moi, je n'ai pas ici 1, j'ai A θ. Donc, je sais que l'amplitude, c'est A sur θ. Donc, je sais que c'est un genre de... quelque chose qui aurait la même période, mais qui aurait donc tendance à devenir de plus en plus petit. Pourquoi? Parce qu'on divise par f, et f va tendre vers l'infini au bord. Donc, bon, là, je l'ai mal fait. Et en fait, qu'est-ce que je vais y faire ici? Il s'annule tous les k sur θ. Donc, ce que vous écrivez ici, c'est 1 sur θ, 2 sur θ,
3 sur θ, 4 sur θ, et vous faites la même chose ici. Ça, en fait, qu'est-ce que je viens de tracer? Je viens de tracer x de f. Pourquoi j'ai pu le faire? C'est parce que dans mon expression, je n'avais pas de j. Sinon, il aurait fallu que je trace ce qu'on appelle un module et une phase. Si je dois faire ensemble de modules et phases, un module, c'est quand vous n'avez rien, ça devient valeur absolue. Et la valeur absolue de ça, c'est une quantité qui est strictement positive. Donc, si vous deviez tracer le module, je vais le faire en rouge. Vous allez garder cette partie. C'est un module. Vous ramenez ça ici et vous ramenez à chaque fois l'alternance négative, c'est ce que vous avez vers le bas. Vous allez le ramener vers le haut. Donc, ce que j'ai mis en rouge, c'est le module de x de f. Maintenant que j'ai choisi de tracer un module, il faut que je trace la phase. Et qu'est-ce que ce serait cette phase? Rappelez-vous, lorsque vous écrivez exponentielle jπ, d'accord? C'est cos pi plus j sinus pi. Prenez votre cercle trigonométrique, cosinus, sinus, cos de pi, ça vous donne moins 1. Sinus de pi par projection, ça vous donne 0. Donc, toute cette expression, c'est moins 1. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Vous, en alternance positive, c'est comme si vous avez multiplié par 1. Et qu'est-ce qui vous donne 1? C'est cos 0 qui vous donne 1. Donc, si je dois tracer la phase maintenant, quand c'est positif, donc c'est comme si, donc je garde la même chose. Si je garde la même chose, je suis en train de multiplier par 1. Donc ici, ça me donne, ma phase est nulle. Ici, j'ai un 0. Je suis en train de tracer ma phase. Je suis en train de tracer l'argument de x de f. Donc ici, votre phase est nulle. Maintenant, quand c'est négatif, donc ça veut dire qu'il faut prendre cette quantité, parce que vous voulez retrouver en multipliant. Je veux faire x de f, que je multiplie par un certain exponentiel j, la phase de f, je vais l'écrire comme ça, phi de f. Si je multiplie par, parce que elle est en fonction de f, si je multiplie par exponentiel j phi, je veux pouvoir retrouver le module, je veux pouvoir retrouver x de f. Comment faire? Là où c'est positif, ça veut dire que vous le laissez tel, donc c'est comme si vous la multipliez par 1. Comment ça va valoir 1? C'est exponentiel j0, j0. Ça veut dire c'est cos 0 plus j sinus 0, ça me donne 1. Et je voudrais, à partir du module, retrouver la phase négative. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois multiplier par moins 1. Et qu'est-ce qui me donne moins 1? C'est exponentiel jπ. Donc, dans l'alternance négative, je vais avoir, alors vous pouvez écrire pi ou moins pi. Pareil, donc je vais écrire ici, moins pi. Positif, l'alternance positive. Donc, ça, c'est 1 sur θ. Ça, c'est 2 sur θ, 3 sur θ. Et je continue. Module. Ici, c'est l'alternance, je dois multiplier par 1. Qu'est-ce qui me donne 1? Dans l'expression de j phi, il faudrait que phi, la phase, vaille 0. Donc ici, j'aurai 0. Ici, j'aurai moins pi. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que moins pi ou pi, c'est la même chose. C'est-à-dire là, vous faites ça, vous trouvez pi, vous faites ça, vous trouvez moins pi. Alors, on prend l'habitude, en fait, quand on trace, on sait que lorsque le signal est réel, la phase, le module est pair. Vous le voyez bien qu'il y a une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. On trouve la même chose de part et d'autre. Par contre, on sait que la phase est impaire. Donc, au lieu d'écrire ici moins pi, vous allez mettre donc l'alternance négative, vous allez faire pi. C'est pareil. Dans ce cas-ci, parce que pi et moins pi, c'est la même chose. Ici, c'est 0. Et ici, je vais mettre pi. Donc, je viens de faire mon tracé. Je viens de tracer là, en noir au début, c'est le module de la TF. Ce que j'ai mis en rouge et en noir ici, c'est... Je reprends en noir. J'ai tracé directement le signal parce qu'il est réel. Je n'ai pas eu besoin d'écrire sous forme de module et phase. Et ici, ce que j'ai mis, donc ça, en rouge, c'est le module de x de f. Ce que j'ai mis en noir, c'est non-argument. En fait, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai dit argument? J'ai tracé la phase de phi. Voilà comment on fait. Rappelez-vous qu'un complexe, c'est toujours s'écrit comme étant partie réelle, module fois exponentielle j phi. Le rayon, c'est quoi? C'est la racine de la partie réelle au carré plus imaginaire au carré. Et phi, c'est arctangente imaginaire sur réel. C'est ce que j'ai fait, j'ai mis là. Voilà pour le tracé du module et de la phase. Un peu. Maintenant, je vais effacer tout ça. On me pose une question, on me dit, en déduire la transformée d'un rectangle. Quand on vous dit en déduire, ça sous-entend que vous n'avez pas à refaire de calcul. Donc, le temps, donc je vais effacer.
Alors, ici, j'ai pris la convention qui me dit qu'un rectangle, en fait, cet exercice, on déduire, c'est quand je dis rectangle, si vous voulez prendre une porte qui serait décalée, c'est-à-dire un rectangle. Dans certaines conventions, c'est quelque chose qui fait ça. Donc, c'est quelque chose qui démarre en 0 et qui aurait la même amplitude. C'est un peu une porte. C'est la même chose que j'avais pris la porte et que je l'avais retardée de θ sur 2. Alors, quand vous êtes face à ce genre d'exercice, c'est-à-dire que vous connaissez déjà la TF d'un signal, nous, on connaît celle-là. Et je remarque qu'ici, pour obtenir ça, il suffirait que je prenne ce signal, puis que je le fasse avancer de θ sur 2, ici. Donc, je peux déduire donc un rectangle que ce signal-là, ce n'est rien d'autre qu'une porte de largeur toujours θ, mais dont le centre, cette fois-ci, serait θ sur 2, puisqu'ici, le milieu, ce serait θ sur 2. Comment calculer cette TF quand on connaît celle-là? Là encore, on va utiliser une troisième propriété qui dit que la TF d'un signal retardé, quel que soit le retard, T0, positif ou négatif, ce n'est rien d'autre que x de f exponentielle moins 2 pi jf T0. Alors, c'est justement pour ça qu'on parle. Quand on parle de retard, on dit de déphasage. Si vous regardez bien, en fait, qu'est-ce qui se passe ici? Ça n'affecte que la phase, parce que le module, si vous prenez le module de ça, regardez, si vous prenez le module de ça, c'est le module de x de f fois le module de exponentielle. Et exponentielle j quelque chose, c'est toujours 1. Parce que module de exponentielle j phi, c'est cos phi au carré plus j sinus phi, partie réelle plus partie imaginaire, sinus au carré, et ça c'est 1. C'est pour ça que quand on parle de retard, on parle de déphasage. Le module reste le même, puisque le module de ça va vous donner 1. C'est au niveau de la phase que vous aurez la phase de ça plus cette partie. Alors ici, donc qu'est-ce qui va se passer? Donc, j'applique ma formule, voilà mon signal. Donc, je suis en train de calculer la TF on est en train d'utiliser une troisième propriété. Les trois, ce sont des propriétés de base. T moins θ sur 2. Donc, ça veut dire que ça, c'est mon T0. Donc, que vaut la TF? L'ancienne, c'est-à-dire ça, Aθ, sinus cardinal, je vais laisser comme ça, je n'ai pas besoin de l'écrire. Alors, donc sinus cardinal fθ fois quoi? Je garde la même TF, d'accord? Là, je vous ai mis l'expression, voilà ce qu'elle veut dire. J'ai mis le module pour vous montrer que le module ne changeait pas. Donc, ça veut dire que je prends la même TF et je multiplie par exponentielle moins 2 pi jf fois quoi? Fois le retard. Que vaut le retard ici? Regardez, vous avez un moins ici. Et on multiplie par T0. Donc, je dois multiplier par θ sur 2. Je multiplie par θ sur 2. Je simplifie le 2. Et donc, je viens de trouver la TF d'un signal rectangle, soit donc une porte qui serait décalée de θ sur 2. Bien sûr, ça marche avec n'importe quel décalage. Et si on vous demande à nouveau de tracer le module à la face, le module va tracer la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire des sinus cardinaux où vous aurez des alternances toutes vers le haut. Et puis ici, qu'est-ce qui va se passer? À la formule que vous aviez tout à l'heure, vous allez rajouter moins pi jf θ. Et comment? Ça, c'est la phase. Donc, c'est ce qu'on a appelé tout à l'heure phi de f. Que vaut phi de f? C'est une fonction de f. Donc, ça vaut moins pi f θ. D'accord? Donc, ici, qu'est-ce qui va se passer? Avec les zéros et les pi que j'avais tout à l'heure, j'avais donc des zéros, j'avais moins pi, 0. Je n'ai pas tracé le module, j'ai dit ne changez pas. Pi, ensuite 0, pi. Donc ça c'est 1 sur θ, 2 sur θ. Ici 3 sur θ. Qu'est-ce que vous allez faire? En fait, vous allez rajouter une fonction donc de f. Donc si j'écris tout ça, ça fait moins pi θ fois f. Or, f, je sais ce que c'est une rampe, mais dans la pente serait négatif. Donc, en fait, je vais avoir quelque chose qui va passer ici. Elle va passer par là. De là à là, on peut même la calculer si je remplace f par 1 sur θ. Alors, si je remplace, n'oubliez pas que ça, c'est une fonction de f. Donc, je suis en train de tracer l'argument de x de f. Et n'oubliez pas que les phases, ça se rajoute. Pourquoi ça se rajoute? Quand vous écrivez exponentielle j alpha fois exponentielle j bêta, ça vous donne
exponentielle j, alpha plus bêta. C'est pour ça que je suis en train de les mettre en même temps et je vais additionner. Donc ici c'est 0, donc j'additionne une rampe à 0 et je garde la rampe. Lorsque f vaut 1 sur θ, ça me donne moins pi. Donc ça va aller de moins pi. Et ici, lorsque ça vaut moins 1 sur θ, ça va me donner moins 1 sur θ fois moins 1 sur θ fois θ, ça se simplifie. Et le moins avec le moins me donne pi. Voilà, j'ai tracé l'argument dans l'alternance positive. Pour celle qui est négative, j'ai déjà un pi ici. J'ai déjà mon signal qui vaut pi. Je vais enlever ça. Mon signal vaut pi. Je vais faire la même chose. C'est-à-dire, en fait, entre ici et... Alors, qu'est-ce qui va se passer? Mais il faut que je rajoute la quantité pi. Donc, je regarde ici, parce que ça, c'est un point de discontinuité. Alors, à 1 sur θ, c'est toujours donc la même fonction, mais cette fois-ci, je vais rajouter du côté positif pi. Je remplace. Alors, 1 sur θ existe du côté à t-, à f-, il va exister à f+, f0 plus et f0-. Donc ici, 1 sur, alors je reprends 1 sur θ, donc ça me fait moins pi θ fois 1 sur θ. Je simplifie, ça fait moins pi plus pi, donc il va redémarrer à 0. C'est bien ça, moins pi plus pi, donc il va passer par là, bien. Je vais recalculer à 2 sur θ. J'espère que je vais trouver moins pi. Alors, à 2 sur θ, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner moins pi θ fois f qui vaut 2 sur θ. Toujours plus pi. Je simplifie le θ. Quelque chose qui ne va pas. Ah non, c'est bon. Moins 2pi plus pi. Moins 2pi plus pi, ça fait moins pi. Donc, il va faire de là jusqu'à là. Et vous continuez. En fait, à 2 sur θ, qu'est-ce qui va se passer? 2 sur θ, c'est un point de discontinuité, c'est-à-dire que je vais prendre le point, mais je ne vais pas lui rajouter 0. Donc, qu'est-ce que ça me donne? Ça fait moins de pi. Alors, ça fait donc moins de pi. Et moins de pi, ça fait 0. Vous avez fait le tour du sac. Il va redémarrer ici, ainsi de suite. Et n'oubliez pas que de ce côté-là, c'est la symétrie. C'est-à-dire ce que vous avez fait ici, vous allez le refaire là. Ça va vous donner ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai tracé ici? Ça m'a donné, donc, par symétrie. Alors, j'essaie de le faire correctement. Donc, alors, ici, ça avait démarré. J'essaie de faire la symétrie. Donc, je devrais avoir quelque chose qui fait ça. Voilà. Vous pouvez refaire le calcul pour 1 sur 3 sur θ. J'ai essayé de respecter les alternances. Rappelez-vous, j'ai pris la somme des arguments. C'est-à-dire là où j'avais 0, j'ai tracé juste cette fonction. Et là où j'avais pi, j'ai rajouté pi. Voilà pour cet exercice. Ah non, on n'a pas fini. Alors, comment calculer la série de Fourier? Alors, je vais effacer à nouveau et rappeler une quatrième propriété cette fois-ci. Alors, je continue à effacer cette partie. Bien. Alors, il y a une propriété très importante pour les signaux périodiques. Il faut d'abord que la TF des signaux périodiques également n'existe qu'au sens des distributions parce que vous avez un cosinus qui est périodique. Les surfaces, ça ne se termine pas. Donc, l'air ici, vous avez une infinité d'air. Mais on dit que la TF existe au sens des distributions. Donc, pour un signal qui serait périodique, il faut savoir que sa TF, donc un signal x de t est périodique de période t. Alors, sa TF, c'est directement, c'est la somme, alors x de f, c'est la somme des Cn exponentielle de pi jn f0. Alors, somme de x, non, c'est x, alors non. Alors, je reprends, c'est x de t. Avant de faire la TF, je vais donner d'abord l'expression de x de t. X de t, c'est somme des Cn exponentielle de pi j n f0t. Et rappelez-vous que tout à l'heure, la TF d'un Dirac, c'était une exponentielle. Donc, la TF d'une exponentielle, c'est ce qu'on appelle la dualité temps-fréquence. Donc, si la TF d'un Dirac est une exponentielle, alors la TF d'une exponentielle est un Dirac. Et du coup, lorsque vous allez appliquer la TF, vous allez trouver que x de f, c'est la somme des Cn, delta de f, moins nf0. Alors, vous allez me dire comment calculer. Maintenant, c'est la somme, bien sûr, de Cn de moins l'infini à plus l'infini. Ça, c'est ce qu'on appelle la décomposition en série de Fourier.
puisque tout signal périodique se décompose justement en série de Fourier. Décomposition en série de Fourier. Tout, je vais mettre plutôt ici, tout signal se décompose en série de Fourier. Alors, imaginons qu'on vous demande de calculer, donc, déduire la décomposition en série de Fourier d'une porte de période T. Alors, vous remarquez que tout signal périodique, vous allez avoir laissé n en fonction de Dirac. Ça, vous n'avez pas à le calculer. C'est-à-dire, vous savez que vous allez avoir des points discrets. Donc, tout l'intérêt, pas l'intérêt, tout le problème, c'est qu'à calculer les Cn. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a un lien entre les Cn et la TF. Alors, les Cn, c'est rien d'autre que 1 sur T, x de f, et vous allez prendre f et le remplacer par nf0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous connaissez la TF du porte, c'est très facile de déduire la décomposition en série de Fourier d'une porte qui serait périodique. Il suffit juste de prendre le calcul que vous avez fait, de diviser par T et de remplacer n par F0. Je vais le faire directement ici. Donc, si je veux la série de Fourier d'une porte de période T et puis dont l'amplitude serait également A, eh bien, je vais écrire Cn égale 1 sur T. Je prends la TF et je vais remplacer F par NF0. Ce qui devient donc un jeu d'enfant. C'est bon, j'ai calculé les Cn, j'ai calculé la décomposition en série de Fourier d'un signal d'une porte qui serait périodique de période T. Pourquoi je le fais comme ça? Pour moi, si on me demande de calculer, en général, dans ces unités, on fait la TF, on fait aussi la décomposition en série de Fourier. Donc, si vous connaissez la TF de votre signal, par exemple, on vous donne un triangle qui serait périodique. Vous calculez la TF du triangle, qui est plus facile à calculer. Ensuite, vous en déduisez la série de Fourier en remplaçant f par nf0. N'oubliez pas de diviser par t. Ici, si on m'avait demandé les AN et les BN, rappelez-vous, ça c'est la partie réelle des CN, et ça c'est la partie imaginaire. Ici, je n'ai pas J plus quelque chose. Donc ici, c'est aussi les AN. Et ici, les BN seraient égales à 0. Voilà, c'est-à-dire essayer, quand chaque fois qu'il y a des calculs, de trouver un raccourci, un moyen d'éviter de faire certains calculs. Voilà pour cet exercice. Je vais en faire un deuxième et celui-ci en appliquant toujours toutes les règles qu'on vient de voir, en les applications pour un ciel triangulaire qui est aussi un classique du genre.